Bien, je propose aujourd'hui une introduction à la conversion analogique numérique ou numérique analogique. Alors c'est toujours délicat, comme tous les programmes de TSI finalement, de sciences de l'ingénieur. Dès qu'on aborde un domaine, la difficulté c'est de le présenter suffisamment clairement et de donner suffisamment d'informations et en même temps de ne pas rentrer dans le domaine du spécialiste qui déborderait très largement des attendus de ce cours. Ici, on en a un exemple abondant parce que finalement, ce qui peut paraître assez simple, le processus de conversion numérique analogique ou analogique numérique, nous emmène très très rapidement dans des considérations qui dépassent largement les attendus de la CPGE. Donc je vais rester très très superficiel finalement dans ce cours, quitte à aller un peu vite et à faire quelques erreurs qu'on me pardonnera, j'espère, parce que donner tout ce qui tourne autour de ce cours, finalement, dépasse aussi mes connaissances, puisque je n'ai pas la prétention de tout connaître, et dépasse, c'est certain aussi, les capacités, enfin en tout cas les attendus, et même il faut un niveau mathématique pour aborder tout ce qui va être transformé en Z, etc., pour pouvoir comprendre finement ce qui se passe. Alors, le problème, comme je l'ai dit, il est relativement simple, hein. On a aujourd'hui de plus en plus de systèmes de traitement numérique qui sont de plus en plus petits, de moins en moins coûteux, de plus en plus fiables, et donc de plus en plus rapides, de plus en plus performants, et ils viennent remplacer une électronique de commande analogique. Parce que tout simplement, retravailler le cœur du système, ce n'est plus généralement que refaire un programme, alors qu'en électronique analogique, ça veut dire au minimum dessouder, ressouder quelques composants, voire revoir la structure de ce qu'on voulait faire. Donc les possibilités offertes par l'électronique digitale, petit à petit, s'implantent de plus en plus dans nos systèmes. Aujourd'hui, une machine à laver, il y a un microprocesseur, un aspirateur, il y a un microprocesseur, un robot ménager de la cuisinière, il y a un microprocesseur. Ça peut paraître des exemples futiles, ce sont malgré tout des produits vendus à des millions, des dizaines, des centaines de millions d'exemplaires tous les ans. Donc oui, on a besoin donc de communiquer, ce système-là a besoin de communiquer avec son environnement. C'est-à-dire qu'il produit une information numérique et qu'il reçoit une information numérique. C'est un système de traitement numérique. Mais le monde qui nous entoure est un monde analogique. Il va donc devoir recevoir des informations analogiques et les convertir en informations numériques. De même que le monde qui nous entoure étant analogique, il produit des informations numériques qui vont devoir être converties en commandes, ordres, informations analogiques. Alors, là c'est une petite vision assez rapide du problème. Si on regarde dans notre système multiphysique, où est-ce qu'on va se situer? Donc c'est dans la partie acquérir et traiter par microprocesseur, par exemple, et la sortie communiquer ici, ce sont les deux endroits où on va trouver nos systèmes de conversion numérique analogique. Si on regarde assez rapidement d'un tout petit peu plus près ce que je viens de présenter, c'est-à-dire qu'on a une grandeur physique, on l'a vu dans le chapitre précédent, le capteur, on lui adjoint un convertisseur analogique numérique et nous voilà avec une information numérique à ce niveau. On a notre calculateur ou système de traitement ou microprocesseur, le cœur de l'intelligence de notre système, et il va lui produire des informations numériques qu'il va falloir convertir en analogique pour qu'on puisse avoir ici un système de la vie réelle, donc un système très généralement analogique. Alors la grandeur physique à convertir, on l'a déjà vu, elle est de nature quelconque, vitesse, température, force. Le capteur, c'est la partie qui convertit cette grandeur en un signal analogique. Et le convertisseur, donc analogique numérique, on dit ADC en anglais, Analog Digital Converter, convertit le signal analogique en une suite de mots numériques. Le calculateur, c'est notre système microprocesseur, et le convertisseur numérique analogique, le DAC en anglais, Digital Analog Converter, convertit les mots numériques en un signal analogique.
Alors voilà la représentation symbolique générale d'un convertisseur numérique analogique. Alors ici, il a plus que 4 bits, hein, ici on a n bits, hein, mais si on avait 4 bits, le signal numérique est composé de 4 entrées, c'est-à-dire qu'on a 16 nombres binaires distincts que l'on peut appliquer sur l'entrée de notre convertisseur. Il a des tensions de référence, hein, VRF- et VRF+, qui permettent de le faire fonctionner. Comme sur tous les symboles de composants, on ne représente pas les tensions d'alimentation. Ces tensions ici sont soignées, elles permettent de travailler avec différentes plages de conversion et surtout elles sont stabilisées puisque de leur propreté, entre guillemets, hein, la propreté du signal électrique dépend la propreté de la conversion analogique numérique en sortie. Alors ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si je prends mon nombre, hein, mes 4 entrées, hein, A, B, C, D, et ben pour 0, et ben je vais avoir 0 par exemple, si j'ai une plage de conversion de 0 jusqu'à VS max. Pour la valeur 1, hein, donc mes 4 bits, donc ça correspond à n égale 1, ben je vais avoir une valeur petit q, hein, qu'on appellera le quantum, etc., etc. Donc pour une valeur n, ben j'ai q fois n, et le dernier nombre, c'est 2 puissance n moins 1, et donc ça me donnera VS max. Hein. Donc ce qu'on peut très simplement illustrer comme ça, hein, ici sur l'axe des abscisses, j'ai les différentes valeurs de n que je peux mettre à l'entrée de mon convertisseur, et en ordonnée, j'ai les différentes valeurs de VS possibles, de 0 jusqu'à VS max. Hein. Donc ça c'est la plage de sortie, de 0 jusqu'à VS max. Hein. Et on a une caractéristique ici, donc 0, 0. Pour la valeur 1, eh ben, on a notre petit quantum ici 2 fois le quantum, 3 fois, 4 fois, etc. jusqu'à la valeur VS max. Hein. Donc la différence en ordonnée de deux valeurs en abscisse, c'est petit q, c'est ce qu'on appelle le quantum, qui s'exprime, donc c'est la plage de sortie, on le voit très très bien ici, la plage de sortie. Et donc, j'ai combien d'intervalles ici? Ben, j'en ai 2 puissance n moins 1. Hein. J'ai n nombres, mais n nombres, ça fait 2 puissance n moins... j'ai 2 puissance n nombres, pardon, et ça fait 2 puissance n moins 1 plage à diviser sur toute la plage de sortie. Voilà, donc ça, c'est la définition du quantum qui est à connaître, évidemment, hein, donc qui va relier la plage de sortie au nombre de bits d'entrée du convertisseur. Petite application numérique triviale et immédiate. On me demande de calculer VS pour un convertisseur analogique numérique dont le quantum est 0,5 volts pour la valeur de n égale 1001, 1010 et 1011. Bah, on va tout bêtement appliquer la relation du cours. Hein, donc 1001 c'est 9. Hein, voilà, 1010 on convertit c'est 6. 110 pardon c'est 6 et 1011 c'est 15, donc ça fait 7,5 volts quand on multiplie par 0,5. Hein. Donc aucune difficulté sur cette petite application. Deuxième petite application, sachant que Vmax vaut 20 volts et que notre convertisseur à 8 bits, calculer la tension de sortie pour n égale 1,001, 0,001, puis n égale 0,01, 0,110. Il y a deux conversions ici entières à faire. On ne m'a pas donné la valeur du quantum, mais on m'a donné Vmax et on m'a donné le nombre de bits. Donc je vais dans un premier temps calculer mon quantum, hein, puisque Vmax sera égal à 255, la plus grande valeur, fois Q. Hein, donc j'ai mon 2 puissance n moins 1 là indirectement, et j'ai Q égale 20 donc sur 255. Une fois connue la valeur de Q, ben, il ne me reste plus qu'à convertir mes deux nombres pour trouver 11,37 volts et 1,72 volts. Voilà. Dernière petite application, quelle est la plus grande tension de sortie d'un convertisseur numérique analogique si ce dernier fournit 1 volt pour n égale 0,01,0111? Eh bien, cette relation ici me permet de déterminer Q, hein, puisque du coup, on va avoir ici, j'ai donc 1 volt pour Q fois ça, donc ça me donne la valeur de Q, et donc bah, maintenant il ne reste plus qu'à multiplier par 255 pour avoir la plus grande valeur de sortie, donc Vmax. Voilà, ça c'est pas très très compliqué. Alors, on va voir différentes caractéristiques d'un convertisseur numérique analogique, on va passer très très rapidement dessus, c'est des choses qu'on a vues. Alors,
La résolution du convertisseur, elle est donnée par la valeur du quantum, hein. C'est l'augmentation de Vs lorsque n augmente de 1. Donc Vs va augmenter de Q lorsque n va augmenter de 1. Donc la résolution de notre convertisseur numérique analogique, c'est la valeur de Q. C'est aussi la plus petite variation en sortie qui correspond au LSB, hein, au Less Significant Bit. Donc, on n'a pas de souci ici. Effectivement, on comprend bien, hein, le bit de poids le plus faible, c'est le bit qui est le plus à droite, et c'est effectivement celui qui fait varier la sortie de 1. On a donc Q également, égale Vref sur 2 puissance n. Si je devais être plus précis, c'est la plage de la tension de référence, donc Vref plus moins Vref moins, sur 2 puissance n. Attention ici, le signal de sortie ne va pas sur la plage des tensions de référence. Et donc on a ici Vmax, hein. Attention, ici on a Vmax, ici on a Vref. Alors c'est vrai que quand la valeur de n est grande, hein, 8, 10, 12, bon, on ne fait plus beaucoup de différence, hein, puisqu'on va se retrouver avec un 256e, 1 sur 1024, 1 sur 4096, etc. De différence entre les deux valeurs. Pour des petites valeurs de convertisseurs, 4 bits, hein, mais qu'on utilise très peu en fait, hein, sauf sur des montages faits main ou didactiques, hein, on a des valeurs à ce moment-là assez différentes entre ces deux valeurs. Voilà. Alors, on va effectivement illustrer un petit peu sa résolution, hein, du convertisseur numérique analogique, hein. La résolution du convertisseur numérique analogique 6 bits, alors